En janvier dernier, nous quittait l'une des plus grandes icônes de la musique rock, j'ai nommé David Bowie. Si son nom est apparu au détour de notre épisode sur Chris Marker, il ne s'agit pas d'un hasard. Le célèbre chanteur, non content d'être un véritable érudit en matière de littérature, de cinéma et d'art en général, avait un penchant tout particulier pour la science-fiction. Et c'est le rapport qu'entretenait Bowie avec ce genre qui sera le sujet du hors-série d'aujourd'hui. David Robert Jones naît le 8 janvier 1947 à Londres. Il découvre rapidement la littérature de science-fiction et est particulièrement attiré par Starman Jones, livre de Robert Heinlein publié en 1953. L'histoire de ce jeune fermier s'enfuyant de chez lui pour vivre des aventures à travers la galaxie fascine le jeune David Jones. Le fait que lui et le héros du roman partagent le même nom de famille pousse peut-être Bowie à s'identifier un peu plus et à s'imaginer lui aussi en Starman. Rappelons que Bowie a à peine 14 ans lors des premiers vols spatiaux habités et il suivra avec fascination les missions Apollo et les balbutiements de l'homme dans l'espace. Les premières chansons de Bowie, que ce soit avec son premier groupe The Lower Third ou plus tard en solo, passent inaperçues. Difficile d'émerger au milieu des mastodontes que sont les Beatles, les Rolling Stones, Pink Floyd ou encore les Who. Mais déjà, les thématiques abordées par le chanteur sont fortement influencées par la littérature de SF. Car Maman, par exemple, trouve sa source chez Ray Bradbury et son recueil de nouvelles L'Homme illustré, construit autour d'un homme dont les tatouages s'animent pour raconter une histoire prémonitoire. We Are Hungry Men, quant à elle, retrace l'histoire d'un scientifique trouvant une solution à une famine mondiale qui sévit, solution rendue inutile par le recours de la population au cannibalisme. Un an avant la sortie de cette chanson paraissait le roman Soleil Vert de Harry Harrison, au concept étrangement similaire. En 1969 sort Space Oddity, son premier succès et une référence évidente au 2001 de Stanley Kubrick. Bowie raconte l'histoire du Major Tom, astronaute perdant tout contact avec la Terre et condamné à errer dans l'espace. La chanson serait vraisemblablement inspirée par une aventure du professeur Bernard Quatermass, une série de SF anglaise débutée en 1953, dont Bowie regardait les épisodes en cachette lorsqu'il était encore enfant. La toute première aventure de Quatermass avait pour prémisse une histoire d'astronaute perdu dans l'espace. Kaléidoscope de Ray Bradbury, encore lui, peut également être cité. Un groupe d'astronautes doit évacuer leur vaisseau en orbite suite à une malfonction, et chute à travers l'atmosphère vers une mort certaine. Space Oddity sera diffusé par la BBC durant la retransmission de la mission Apollo 11, le 20 juillet 1969, lors des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Elle sera reprise en 2013 par Chris Hadfield qui la jouera en direct depuis la Station Spatiale Internationale. Bowie apparaît déjà en marge des standards de l'époque. Il se démarque par son look et ses tenues extravagantes, à tel point qu'on le croirait sorti d'un film de SF de série B des années 60. Comme un signe du destin, à l'âge de 15 ans et pour l'amour d'une fille, il se bat contre George Underwood, un camarade de classe qui le frappe violemment à l'œil gauche. Sa pupille en restera dilatée, lui donnant ce regard étrange, presque venu d'ailleurs. Peu rancunier, Bowie demandera par la suite à Underwood de réaliser les pochettes de ses premiers disques. Après quelques chansons toujours influencées par les thèmes essentiels de la SF, l'intelligence artificielle se retournant contre ses créateurs dans Save Your Machine par exemple, le surhomme nietzschéen et une humanité supérieure, voire bouleversée par des extraterrestres dans des titres tels que The Superman ou Oh You Pretty Things, il sort en 1972 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ce concept album raconte l'avènement de Ziggy Stardust, extraterrestre androgyne descendu sur une terre à l'agonie pour délivrer un message de paix et d'amour. Son avènement mais aussi sa chute, comme le laisse deviner le titre de l'album. Une chute provoquée par l'accession de Ziggy au statut de véritable rockstar et par tous les abus qui en découlent. Le personnage est directement inspiré de Vince Taylor, chanteur anglais à la carrière erratique ayant connu le succès en France dans les années 60. L'écriture de Bowie, avec ses airs d'opéra rock, prend sans doute sa source chez Robert Heinlein et son roman En terre étrangère. Celui-ci raconte l'histoire de Valentin Michael Smith, jeune homme de retour sur Terre après avoir passé une dizaine d'années aux mains de Martiens et ne connaissant rien de sa planète d'origine. Il crée une nouvelle religion, dont les fondements sont l'amour, le refus de la violence et surtout les plaisirs de la chair, ébranlant les mœurs de son époque. Bowie se fond dans le personnage de Ziggy Stardust, et lui et ses musiciens vont se produire sous le nom des Spiders from Mars jusqu'au 3 juillet 1973 où il annoncera sobrement lors d'un concert à l'Hammersmith Odéon qu'il s'agit là du dernier concert de Ziggy avant d'entamer sa chanson Rock'n'Roll Suicide. À ce moment-là, Bowie travaille déjà sur un nouveau projet. Il a l'ambition de réaliser une adaptation musicale sur scène du 1984 de George Orwell, œuvre essentielle de la littérature dystopique. Mais Sonia Orwell, veuve de George et détentrice des droits,
déçu par la version cinématographique de 1956, refuse que soit exploité sous quelque forme que ce soit le travail de son mari, au grand désarroi de Bowie. Pour quelqu'un ayant épousé un socialiste au penchant communiste, elle était la plus grosse bourgeoise snobinarde qu'il m'ait été donné l'occasion de rencontrer. À partir du travail déjà effectué, il réalise l'album Diamond Dogs qui sort en 1974. L'influence d'Orwell y est toujours présente, comme le témoignent les chansons We Are the Dead, une phrase que s'écrit Winston Smith puis Julia, les deux héros du roman, et Big Brother, le nom donné au chef du parti dirigeant l'État totalitaire d'Océania dans le livre. La chanson intitulée 1984 ne laisse plus aucun doute quant aux intentions premières de Bowie. Entre complot gouvernemental et décadence, l'album prend place dans le monde post-apocalyptique de Hunger City, fondé sur les restes de Manhattan. Et l'on y fait la rencontre d'Halloween Jack, le nouvel alter ego de Bowie qui lui aurait été inspiré par la chanteuse Amanda Lear. En 1976, Bowie affirme pour de bon sa réputation d'extraterrestre en jouant dans le film L'homme qui venait d'ailleurs, réalisé par Nicholas Roeg. Nicholas Roeg qui avait officié comme directeur de la photographie sur Fahrenheit 451 de François Truffaut. Le film est adapté du roman de Walter Stone Tevis et raconte l'histoire de Thomas Jerome Newton, jeune homme faisant fortune en déposant une série de brevets pour des inventions à la technologie révolutionnaire et en créant sa compagnie World Enterprises Corporation. Mais Newton est en réalité un alien venu sur Terre dans un but précis, trouver un moyen d'acheminer de l'eau vers sa planète souffrant d'une sévère sécheresse. L'œuvre acquiert rapidement le statut de film culte, et la performance de Bowie n'y est pas étrangère. En 1981, Philip K. Dick écrit Siva, premier tome de la trilogie divine ayant pour protagoniste Horst Lowerfat, alter ego de Dick lui-même. La quête d'Horst Lowerfat, émaillée de spéculations théologiques et de dédoublements de personnalité, l'emmène à croiser la route d'Eric Lampton, une rockstar, acteur, réalisateur, ayant tourné un film intitulé Siva, dont la trame scénaristique correspond de manière saisissante à un épisode de la vie de Horst Lowerfat. Le personnage d'Eric Lampton est sans aucune ambiguïté possible une version fictionnelle de David Bowie, et le film Siva, à l'intérieur du roman du même nom, fait appel à L'homme qui venait d'ailleurs. Philippe K. Dick tient en haute estime le film de Nicholas Roeg. J'ai vu L'homme qui venait d'ailleurs, et j'ai pensé que c'était un des meilleurs films, pas seulement de science-fiction, mais un des meilleurs films que j'ai jamais vus. J'ai trouvé que c'était incroyablement original, incroyablement provocateur, riche d'idées, beau dans sa texture, magnifique dans sa conception d'ensemble. C'était énigmatique. L'idée m'est venue qu'un film de science-fiction, s'il est bien fait, pourrait être une source de connaissances et d'informations aussi riche que n'importe quelle autre source habituelle. Mon usage du film Siva est mon hommage à L'homme qui venait d'ailleurs. Le voir a été une des grandes expériences de ma vie. Siva est une sorte d'autobiographie distanciée assez unique en son genre. Les événements du livre sont ceux de la vie de Dick, mais propulsés au sein d'un univers fictionnel. La révélation qui frappe le héros du livre lorsqu'il va voir le film Siva est d'une certaine manière celle que vit Dick lui-même face à L'homme qui venait d'ailleurs. L'homme qui venait d'ailleurs marque pour Bowie l'apogée de son exploration de la figure de l'extraterrestre, et c'est tout naturellement qu'il délaisse à ce moment-là la science-fiction et explore d'autres styles musicaux et d'autres personnages. Il n'oublie pourtant pas ses origines et retrouve en 1980 le Major Tom, avec la chanson Ashes to Ashes, le temps de faire le point sur 15 années de carrière et de vie personnelle. Le chanteur se sert de la figure de l'astronaute pour finalement parler de ses propres conflits intérieurs et notamment de ses problèmes d'addiction. La chanson Hello Space Boy en 1995 et plus particulièrement son remix l'année suivante en compagnie des Pet Shop Boys permet à Bowie de retrouver une nouvelle fois le célèbre Major. Peter Schilling, chanteur allemand de pop, fortement influencé par la SF, compose en 1983 la chanson Major Tom, l'histoire particulièrement originale d'un astronaute perdu dans l'espace. La chanson connaîtra de nombreux remixes et autres reprises, dont une par Plastic Bertrand. Dans un autre genre, il y a également eu une reprise de Space Oddity par Arjen Anthony Lucassen, qui est un auteur, compositeur et multi-instrumentaliste néerlandais de metal rock progressif, principalement connu pour ses opéras Iron et ses albums solo Star One, qui font référence entre autres à Blade Runner, 2001 l'Odyssée de l'espace, Matrix et l'Armée des 12 singes. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? L'influence de Bowie est immense, et dans un registre voisin, la fantasy, nous pouvons parler de Sandman, écrit par Neil Gaiman, qui va imposer au dessinateur Kelly Jones sa vision du personnage de Lucifer.
Dessine-moi David Bowie ou je t'envoie le vrai David Bowie. Parce que si ce n'est pas David Bowie, tu vas devoir le refaire jusqu'à ce que ce soit David Bowie. En 1986, David Bowie faisait d'ailleurs une incursion en chair et en os dans la fantasy, aux côtés de Jennifer Connelly, dans le film Labyrinthe de Jim Henson, le créateur du Muppet Show. A noter que 3 ans auparavant, en 1983, on le retrouvait aux côtés de Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon dans le thriller surnaturel Les Prédateurs, réalisé par Tony Scott. Il y incarnait un vampire tentant d'échapper à la dégradation de son corps immortel. Il ira même jusqu'à flirter avec le fantastique en jouant Philip Jeffries lors d'une courte apparition dans le film adapté de la série Twin Peaks, Fire Walk With Me, réalisé par David Lynch. A noter que les deux hommes ont un point commun dans leur carrière, Elephant Man. En 1980, Lynch présente sa version de l'histoire de Joseph Merrick. La même année, Bowie montait sur les planches, où il incarnait le célèbre patient atteint du syndrome de Proté. I have a home that is my home. En 2006, il accepte d'incarner une version romancée de Nikola Tesla, inventeur et rival de Thomas Edison, dans le film Le Prestige de Christopher Nolan. Ce dernier a besoin d'un acteur charismatique pour incarner le célèbre scientifique et pense immédiatement à Bowie. Sa présence, bien que réduite, sublime le film et son rôle s'avère essentiel au dénouement. La même année, il prête sa voix à Malthazar, antagoniste du film d'animation et de fantasy Arthur et les Minimoys, réalisé par Luc Besson. Kingdom's mine. I mean, of course, ours. Comme nous le voyons, la décennie 2000, moins faste sur le plan musical et troublée par des problèmes de santé, est l'occasion pour le chanteur de faire des apparitions ça et là tout en s'amusant. En 2003, il permettait à Vittel de faire un énorme coup marketing en offrant son image, ou plutôt ses images, à la célèbre Minérale. Il ne s'agit pourtant pas de sa première incursion dans le milieu de la pub. En 1987, il se transformait en savant fou pour la marque Pepsi. Dans ce spot intitulé Création et inspiré de Frankenstein, mais surtout du film Weird Science, sorti 2 ans plus tôt, le chanteur tente de concevoir la femme parfaite. En renversant son soda sur l'ordinateur, il fait encore mieux et donne naissance à Tina Turner. Tout récemment, la marque Audi s'est offert les droits de la chanson Starman pour un spot diffusé durant le Super Bowl. Un ancien astronaute, désœuvré, retrouve goût à la vie au volant d'une R8. En 1999, Bowie est contacté par David Cage, créateur de jeux vidéo connu pour sa volonté d'impliquer émotionnellement le joueur au sein d'une narration ambitieuse. Ce dernier lui demande d'apparaître dans The Nomad Soul, une plongée dans un monde futuriste et totalitaire dans lequel Bowie accepte de prêter ses traits et sa voix au personnage de Boz, leader d'un ordre religieux luttant contre l'oppression du gouvernement et dont l'existence est purement électronique. Il participe également à la création musicale du titre avec son collaborateur de longue date, Reeves Gabrels, et l'on peut écouter lors de concerts virtuels à l'intérieur du jeu 3 de ses chansons parues sur l'album Hours la même année. En 2006 est diffusé sur la BBC Life on Mars, d'après la chanson du même nom. Cette remarquable série anglaise en 16 épisodes raconte l'histoire de Sam Tyler, incarné par John Simm, brillant policier qui, après avoir été percuté par une voiture, se réveille en 1973, année de la sortie du tube de Bowie. Les références au chanteur sont multiples, et en plus de la chanson éponyme qui se fait entendre à plusieurs reprises, il est plusieurs fois fait mention de The Gin Genie, surnom que se donne le partenaire et chef de Sam Tyler, Gene Hunt. Un spin-off nommé Ashes to Ashes, toujours d'après Bowie, voit le jour en 2008 et prend place cette fois en 1981. L'occasion de faire apparaître le clown blanc qu'incarnait Bowie dans le clip d'origine comme une némésis hallucinée de l'héroïne. La série Flight of the Conchords, diffusée à partir de 2007 sur HBO, met en scène 2 musiciens néo-zélandais, Brett et Jermaine, venus chercher gloire et fortune aux États-Unis. Dans un épisode de la première saison, Brett, perdant toute confiance en lui, trouve un guide spirituel en la personne de David Bowie, tout du moins une version onirique du chanteur. It's not Jermaine, it's 1972 David Bowie from the Ziggy Stardust tour. Wow, you look a lot like Jermaine. No, I'm David Bowie. Brett! Hey, it's 1980 David Bowie from the music video Ashes to Ashes. Hey, David Bowie. Brett! It's 1986 David Bowie from the movie Labyrinth. Yeah, I know. Mais c'est la chanson Bowie's in Space qui retient toute notre attention.
La vidéo est un hommage assumé au clip de Space Oddity et les paroles jouent sur l'amour de Bowie pour la SF. Receiving transmission from David Bowie's nipple antenna. Do you read me, Lieutenant Bowie? L'un des principaux antagonistes de la saison 1 de Fringe, série tendant vers la hard SF, se nomme David Robert Jones, le vrai nom de Bowie donc. Et un autre, Thomas Jerome Newton, nom du personnage qu'incarnait le chanteur dans The Man Who Fell to Earth, possède la capacité de changer d'apparence, référence à l'aspect protéiforme de Bowie tout au long de sa carrière. On entend également la chanson The Man Who Sold the World au détour d'un épisode, preuve que le chanteur a su grandement marquer les scénaristes du show. Une reprise de The Man Who Sold the World apparaît d'ailleurs dans le jeu Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain d'Hideo Kojima, sorti l'année dernière. Son utilisation n'est pas anodine et offre un indice quant au twist final du jeu pour peu que l'on aille jeter un œil aux paroles de la chanson. L'organisation mercenaire que dirige Venom Snake, le héros du jeu, se nomme d'ailleurs Diamond Dogs, en référence à l'album de Bowie. Un choix qui n'est pas anodin, puisque tout comme dans l'album d'origine, la trame de la saga développe une histoire de machination gouvernementale à visée totalitaire. L'admiration que Kojima porte pour Bowie ne s'arrête pas là, et l'un des personnages de la saga Metal Gear, apparaissant dès l'épisode 3, avant de se faire rebaptiser Major Zero, portait le nom de code de Major Tom. En 2014, on vire carrément dans le genre horrifique, lorsqu'Elsa Mars, personnage interprété par l'actrice Jessica Lange dans la 4e saison de American Horror Story, interprète le tube Life on Mars lors de son fameux Freak Show. Elle remportera le Dorian Award de la meilleure performance musicale à la télévision pour cette reprise. Le tout n'est pas sans évoquer la foire aux monstres d'Elephant Man, qui, rappelons-le, a été incarnée avec succès par Bowie lui-même. La série nous offre également sa version de la chanson Heroes, dans une mise en scène très similaire au clip d'origine. En 2014, c'est Moon Age Daydream, chanson figurant à l'origine sur l'album Ziggy Stardust, qui se glisse dans le Awesome Mix Volume 1 de Peter Quill, héros des Gardiens de la Galaxie. Le morceau se fait entendre alors que l'équipe de hors-la-loi fraîchement formée débarque sur Nowhere à la recherche du collectionneur. Et n'oublions pas Seul sur Mars de Ridley Scott, où la chanson Starman, là encore issue de Ziggy Stardust, se fait entendre lors d'un montage durant lequel se met en place le sauvetage de Mark Watney, astronaute perdu sur la planète rouge. Son dernier album, Black Star, véritable testament musical, lui permet de revenir à ses fondamentaux. Le clip de la chanson éponyme nous envoie littéralement dans l'espace, où repose la dépouille d'un astronaute retrouvé par une femme extraterrestre dotée d'une queue qui s'empare de son crâne. Le squelette décapité dérive alors dans l'espace, attiré par la gravité d'une étoile noire. Impossible de ne pas penser au Major Tom, l'alter ego du chanteur, ni d'y voir un signe annonciateur du destin de Bowie. Ce dernier meurt d'un cancer du foie 2 jours après la sortie de l'album. Il nous laisse également une comédie musicale, Lazarus, faisant office de suite au film The Man Who Fell to Earth. Michael C. Hall y reprend le rôle que Bowie tenait 40 ans auparavant, et en plus de composition originale, le spectacle est traversé par les plus grands tubes de la carrière de David Bowie. Mais l'héritage de David Bowie dans le domaine de la science-fiction ne s'arrête pas là. Il prend une nouvelle dimension en la personne de Duncan Jones, son fils, à qui Bowie transmet très tôt sa passion pour la SF. J'ai été élevé par un père qui était incroyablement passionné de science-fiction, entre autres. Il lisait beaucoup et avait une vraie passion pour les films. Il me montrait des films et me donnait à lire des livres qui m'ont définitivement intéressé à ce genre. Il m'a fait commencer avec La ferme des animaux et 1984 de George Orwell, puis Le jour des Trifides et Le péril vient de la mer de John Wyndham. Il m'a introduit à Philip K. Dick et J.J. Ballard et à William Gibson qui a écrit Neuromancien. C'est lui qui m'a amené à toutes les choses qui m'excitent dans la science-fiction. Duncan Jones grandit ainsi en regardant les classiques du genre, de 2001 l'Odyssée de l'espace à Alien, en passant par Blade Runner. Devenu réalisateur, il nous a ainsi gratifié de 2 des films de SF les plus originaux de ces dernières années, à savoir Moon et Source Code. Moon, sorti en 2009, est un huis clos prenant place sur la Lune, et mettant en scène Sam Rockwell, qui sera à peu de choses près le seul acteur à apparaître durant les 97 minutes que dure le film. Son personnage, Sam Bell, est employé par la société Lunar et est envoyé seul sur notre satellite afin d'en extraire de l'hélium-3, une source d'énergie devenue essentielle pour la planète.
Il est épaulé par Gertie, un robot à tout faire au sourire ravageur et doté de la voix de Kevin Spacey. C'est alors qu'il arrive à la fin de son contrat de 3 ans et qu'il se prépare à rentrer chez lui que Belle commence à avoir des hallucinations. Perhaps you were imagining things. Le film se fait remarquer dans de nombreux festivals, dont Sundance, et rafle des récompenses partout où il passe, notamment le prix du meilleur film au British Independent Film Award. Duncan Jones sera également récompensé au BAFTA pour ses débuts remarquables en tant que réalisateur. Le robot Gertie sera quant à lui classé 7e intelligence artificielle la plus cool de l'histoire du cinéma par IGN. 2 ans plus tard, en 2011 donc, sort Source Code, sur un scénario de Ben Ripley. Jake Gyllenhaal est rapidement contacté pour en interpréter le rôle principal, et emballé par cette histoire originale de voyage dans le temps, accepte immédiatement. Ébloui par Moon, c'est lui qui avance le nom de Duncan Jones au moment de choisir un réalisateur. Ces 2 films, bien que salués par la critique, restent confidentiels, et sont bien loin du nombre d'entrées réalisées par les blockbusters de ces dernières années. Mais Jones s'est vu propulsé sur le devant de la scène avec l'adaptation sur grand écran de l'univers du jeu vidéo Warcraft, sous-titré Le Commencement. Parmi ses futurs projets, Duncan Jones souhaite étendre l'univers dans lequel prend place Moon en réalisant 2 autres films, pas forcément des suites, mais dont les intrigues auraient lieu en parallèle du film d'origine, avec une apparition de Rockwell dans son rôle de Sam Bell. Le premier de ces 2 films, Mute, prenant place dans un Berlin futuriste, est en préparation, avec une sortie prévue pour le moment à 2017. Au cours de ses 50 années de carrière, Bowie aura marqué les esprits de bon nombre d'amateurs de SF, comme en témoigne son introduction en 2013 au Science Fiction Hall of Fame de Seattle. Il est le seul musicien à ce jour à avoir reçu cet honneur. Ou encore le fait qu'un astéroïde orbitant dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter a été baptisé d'après le chanteur en janvier 2015. À sa mort, un astérisme, sorte de constellation artificielle, constituée de 7 étoiles et représentant l'éclair sur la pochette d'Aladdin Sane, a été délimité par un groupe d'astronomes belges, faisant danser pour de bon David Bowie parmi les étoiles. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode hors série de Total Remake, et à très bientôt pour un nouveau dossier.